Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tintin. Je filme cette vidéo le 5 avril, on est vraiment tout début du mois d'avril, donc ça fait 3 mois que l'année 2024 est commencée. J'ai lu pile poil, je crois au 1er avril, 60 livres. En janvier, j'en ai lu 23. En février, j'en ai lu 20. Et en mars, plus là, tout début avril, j'en ai lu 17. C'est assez égal mois par mois. Je tourne autour de 15 à 20 livres. C'est mon rythme de croisière et ça représente au total 15 000 pages. Ce qui me fait une moyenne, en gros, encore une fois, de 5 000 pages par mois. Et c'est aussi l'objectif que j'avais, je crois. L'année dernière, je m'étais mis cet objectif-là. Cette année, j'ai pas fait gaffe, mes calculs et tout. Mais j'aimerais bien lire environ 5 000 pages par mois. Et pour l'instant, je suis pile poil dedans. En termes de lecture, on peut dire que c'est plutôt bon, car j'ai une moyenne de 3,67 étoiles sur 5. J'ai fait un petit graphique. On peut voir que je suis très généreux dans mes lectures en ce début d'année, car j'ai déjà donné 15 lectures à 5 étoiles. Mais ça, je le sais, c'est toujours, je sais pas noter les livres, et c'est très rare que j'aille en dessous du 3 étoiles. Donc en fait, 5 étoiles, ça veut pas forcément dire chez moi que c'est ma meilleure lecture de l'année, c'est parce que je mets pas des et demi, je mets pas 4,5, 4,25, 4,75, c'est genre 4 ou 5. Donc j'ai déjà mis un quart de mes lectures à 5 étoiles, 35% de mes lectures à 4 étoiles, un autre quart à 3 étoiles, et à peu près 15% à moins de 2 étoiles. Dans les 1 étoile, il y a 2 livres que j'ai abandonnés, donc j'ai abandonné 2 livres depuis le début de l'année, 2 DNF. Voilà, comme je vous le dis, c'est assez symptomatique de ma façon de lire. Déjà, je choisis très bien mes lectures, je sais vraiment vers quoi me tourner, car je sais mes goûts, je connais mes goûts, j'arrive plus ou moins à reconnaître les livres qui vont me plaire. Ça, c'est avec l'expérience, hein. Forcément, je fais plus de bonnes lectures, j'ai moins de déceptions, j'ai pas trop d'attentes, donc ça fait que je suis peut-être très gentil quand je note les livres. Il y a des livres où je note vraiment sur la qualité littéraire, mais je suis personne pour donner une qualité littéraire à un bouquin, mais où je m'attache vraiment à la façon dont est construit le bouquin. Et d'autres où ça me passe totalement au-dessus de la tête, et je peux être très généreux. Par exemple, je pense à l'année dernière, j'ai lu Les Dames de Marlowe, qui est un cozy mystery. Alors c'était pas super bien écrit, le suspense, l'enquête n'était pas non plus révolutionnaire, mais je crois que j'avais mis 4 étoiles parce que j'avais passé un excellent moment de lecture. Donc j'essaye toujours de jongler un peu entre mon ressenti, mon mood, comment j'ai vécu cette lecture, et la qualité littéraire que peut avoir le livre, ou en tout cas ce qu'on peut lui reconnaître comme bon objet de littérature. Le plus gros livre que j'ai lu dans ma pile à lire faisait 800 pages, c'était Les Frères K. Et le plus petit roman, c'était La Place de Annie Ernaux avec 114 pages, ou un recueil de poésie de Ethel Adnan qui faisait à peine 30 pages. Pour ce qui est des genres représentés dans mes lectures, c'est très éclectique. J'ai compté 9 genres au total. Des graphiques, du théâtre, des nouvelles, des classiques, du young adulte, de la poésie, des essais, de la littérature blanche générale, ou de la SFFF. Science-fiction, fantasy, fantastique. Alors, je suis très content, car l'année dernière, je crois que j'ai fini l'année avec 60% de littérature générale. Vraiment, j'avais lu beaucoup de littérature blanche. Et là, depuis ce début de trimestre, j'ai varié, car la littérature blanche ne représente plus que 25% de mes lectures, comme vous pouvez le voir. Et par exemple, les classiques font 17%, les essais presque 15%, l'imaginaire également 15%, la poésie 9%, le théâtre 5%. Enfin voilà, j'ai lu beaucoup plus de classiques et d'essais que l'année dernière. Les classiques, ça s'explique parce que dans le cabinet de lecture, qui est mon club de lecture 100% gratuit que vous pouvez retrouver sur Discord ou sur Instagram, je vous mets tous les liens évidemment en barre d'infos, nous avons lu durant le mois de janvier, de février et de mars de la littérature classique. C'était le thème du trimestre, du premier trimestre. Donc on a lu des classiques français, des classiques allemands et des classiques nord-américains. Avec ce trimestre, j'ai lu de la littérature classique. Donc peut-être que ce chiffre va stagner maintenant que j'en ai lu beaucoup en début d'année. La littérature classique, j'essaye d'en incorporer au moins un ou deux par mois, parce que j'en ai quelques-uns chez moi, enfin j'en ai une petite quinzaine, vingtaine je pense dans ma pile à lire, et j'aimerais bien les lire tout simplement. Donc vu que je suis de plus en plus à l'aise avec la littérature classique, j'ai de plus en plus de références, j'ai l'impression que quand on lit des classiques, c'est surtout une question de référence, de contextualiser le texte dans le mouvement, contextualiser le texte dans l'histoire, l'auteur par rapport à son positionnement politique, par rapport à son positionnement envers d'autres auteurs. Et c'est vrai que quand on commence à lire de la littérature classique, c'est chiant, c'est compliqué, on sait pas, enfin, on s'ennuie, on s'emmerde, parce que c'est pas forcément l'histoire, surtout dans la littérature du début du XXe siècle, ou de la première moitié du XXe siècle, fin du XIXe, c'est pas toujours les histoires les plus embarquantes, les plus entraînantes, encore moins à partir de 1950 avec le nouveau roman ou quoi que ce soit. Plus on en lit, plus c'est facile d'en lire. Et c'est ça que j'aime bien et que je commence vraiment à prendre plaisir, c'est que je commence vraiment à apprécier, c'est que je prends plaisir à lire de la littérature classique parce que j'en lis de plus en plus. Donc, il faut que je continue et je vais forcément continuer car j'en ai envie.
Concernant l'imaginaire, je sais pas pourquoi j'ai lu 8 livres d'imaginaire, alors sur 60, ça fait 15%. Je suis allé beaucoup à la médiathèque depuis le mois de janvier, car j'ai pas trop d'argent cette année, et donc la médiathèque m'aide beaucoup, surtout en question de l'imaginaire. C'est pas des maisons d'édition avec qui je suis partenaire, donc je ne les reçois pas, je ne les demande pas, peut-être que je les recevrai hein, si j'en faisais la demande, mais vu que je suis pas spécialisé dans l'imaginaire, j'en fais jamais la demande auprès des maisons d'édition. Je sais même pas dire... Si, il n'y a que Albin Michel Imaginaire. Albin Michel Imaginaire, mais c'est parce que je suis en partenariat avec Albin Michel Classique. J'en achète pas et j'en reçois pas, donc je vais à la médiathèque et je suis allé beaucoup à la médiathèque. Je pense qu'à chaque fois que j'y suis allé, j'ai emprunté un livre de science-fiction, de fantastique ou de fantasy. Donc ça a participé au fait que j'en lise plus. J'ai pas vérifié en proportion par genre la moyenne d'étoiles. Je pourrais faire ça, genre par genre, ma moyenne d'étoiles que je donne. Il faudrait que je pondère les moyennes en fonction du nombre de livres que j'ai lus. Et je suis pas sûr de me rappeler de mes cours de statistiques de terminale pour pondérer des moyennes. La littérature de l'imaginaire, j'ai eu une excellente découverte, ça va être dans mes tops d'ailleurs de ce premier trimestre, donc je vais vous en reparler un peu plus tard. Et pour les essais, pareil, je suis vraiment trop content de moi, ça participe, en fait ça c'est pareil, imaginaire, essai, c'est des genres que j'emprunte beaucoup à la médiathèque. Là j'ai emprunté Contre la littérature politique, qui est pas vraiment un essai mais qui est un recueil de collectif, qui est un recueil écrit par un collectif qui est quand même assez engagé, avec une partie un peu théorique. J'ai été au Pop Woman Festival, j'ai lu Paul Preciado, enfin voilà, j'en avais mis dans mes piles à lire, car c'est quelque chose que j'ai envie de lire. J'en ai mis dans le Shiny Spring Challenge, c'est une des catégories du Shiny Spring Challenge, j'arrive même pas à le dire le nom de mon propre challenge. La littérature théorique, les essais, tout ça, c'est quelque chose auquel j'ai pris plaisir. J'ai lu, en fait, je sais pourquoi avant peut-être j'avais du mal, c'est parce que je m'éparpillais un peu. Je sais que maintenant, les sujets qui m'intéressent quand je lis des essais, c'est l'engagement politique et notamment l'engagement queer, homosexuel, etc. Donc, je me concentre sur ce genre de littérature en termes d'essais. J'ai mis quelques titres dans ma wishlist que je vais essayer d'emprunter au fur et à mesure à la médiathèque, qui ne sont pas toujours dispo. Mais voilà, j'ai appris à me connaître, pareil, sur ce genre. Je sais ce qui me plaît, donc je vais vers ces genres-là, je les lis et ça me plaît et j'ai envie d'en lire plus par la force des choses. Le fait que j'ai lu 42 maisons d'édition, c'est aussi une stat qui me fait plaisir. Alors, j'ai plus là le tableau sous les yeux, mais je suis content de me dire que je lis un peu de tout. Étant donné que je lis beaucoup de genres, forcément je lis aussi beaucoup de maisons d'édition, car les maisons d'édition sont quand même assez sectorisées en France, donc si tu lis chez La Talente, bah tu lis forcément que... Enfin, si tu lis de l'imaginaire, tu vas lire beaucoup de La Talente, ou de Saxus, ou je sais pas, enfin voilà. Et comme je lis vraiment de tous les genres, bah je lis un peu de toutes les maisons d'édition. Et je suis, pour avoir vu la liste hier, content d'avoir vu que je n'avais pas lu que des gros groupes, que j'avais lu aussi beaucoup de maisons d'édition indépendantes, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus, c'est de soutenir l'édition indépendante. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est important pour les auteurs, qui est important pour les éditeurs, qui est important pour l'édition française, et pour la pluralité des voix à entendre. Malheureusement, encore aujourd'hui, quand on est édité dans un grand groupe, je vais pas dire qu'on fait pas partie d'une minorité, qu'on est uniquement issu de la majorité, mais il y a quand même un cahier des charges auteur-autrice à respecter pour être édité dans un grand groupe, même si certains sont beaucoup plus tolérants envers les auteurs qu'ils éditent, envers les textes qu'ils choisissent aussi, parce que, en fait, on va pas se mentir, quand un grand groupe décide d'éditer un texte, de publier un texte, il publie pas uniquement le texte, il publie aussi l'auteur, il choisit l'auteur qu'il va publier. Le fait de se tourner vers des petites maisons d'édition, c'est aussi donner la voix à des auteurs et à des gens derrière, hein, des fabricants, des éditeurs, qui ont une voix différente à apporter, une voix dissonante, et ça, c'est hyper important, comme je vous le dis, pour la pluralité des voix dans le monde, dans le lectorat français et dans le monde littéraire français. Je pense que, voilà, j'ai à peu près tout dit, hein, très bon trimestre de lecture, je suis très content de moi. C'est une vidéo d'autosatisfaction, ça fait plaisir à le voir, à voir les chiffres, à se l'entendre dire. Ainsi, concernant mes meilleures et mes pires lectures de ce trimestre, j'en ai choisi 2 ou 3 par mois. On va commencer par les flops. En janvier, mes 2 gros flops, ça a été Les Ardents, auxquels j'ai donné qu'une étoile parce que je ne l'ai même pas terminé. Le roman publié par Alice Wynne chez Les Escales, qui est un roman d'amour homosexuel entre 2 soldats pendant la Première Guerre mondiale, que j'ai trouvé totalement invraisemblable. Je vous en avais déjà parlé assez longuement. J'ai trouvé que c'était mal écrit, que ça partait dans tous les sens, qu'il y avait de l'érotisation de la guerre. Enfin, il y avait un truc qui m'a dérangé pas mal dans le texte, quelque chose qui m'a mis mal à l'aise et que tout simplement je trouvais ça mal écrit. Je suis même pas allé au bout, un ami le lisait en même temps que moi, lui est allé au bout, il m'a dit que la fin était encore pire, pleine de clichés, c'est ça aussi que j'ai trouvé dommage. Donc bon, je crois que je l'avais dit dans ma chronique concernant le on voice, le fait que ce soit des personnes concernées qui écrivent sur des sujets.
Je suis pas monomaniaque sur ce sujet. Genre, le On Voice, c'est très très bien, il en faut, c'est nécessaire. Je suis pour que les personnes concernées prennent la parole sur les sujets qui les concernent, mais je tolère, je comprends aussi que le métier d'écrivain et d'auteur, c'est d'écrire des histoires, d'inventer des histoires et de pas forcément d'écrire forcément de son point de vue. Alors, encore faut-il que lorsqu'on fait ça, l'on soit relu par, au pire, un éditeur très très consciencieux qui fait très bien son travail et qui arriverait à voir ce qui ne cloche pas, mais s'il n'est pas lui-même concerné, c'est compliqué, au mieux par des lecteurs sensibles. Je ne sais pas si des lecteurs sensibles ont relu Les Ardents, mais tout ce qui avait trait à l'homosexualité était pour moi dans ce bouquin hyper cliché, parfois même limite blessant, enfin mal fait, et ouais voilà, c'était limite. Donc vraiment, ce livre, je l'ai pas aimé. Les Derniers Amants de Brian Washington, je crois, je ne suis même pas sûr, enfin bref, je vous le mettrai ici. Les Derniers Amants qui a été publié chez La Croisée. J'ai pas aimé parce que j'étais pas forcément la cible, on nous parlait d'une jeunesse américaine totalement désabusée, c'était très beau, la photographie du bouquin était très belle, les images qu'elle renvoyait étaient très sympas, ça faisait vraiment très feed Instagram, c'est hyper contemporain. Et pour autant, c'est pas vraiment la jeunesse, alors peut-être que je suis déjà trop vieux, mais c'est pas la jeunesse que moi j'ai eue ou la jeunesse que moi je vis, parce que bon, j'ai que 28 ans, je suis pas non plus très très vieux pour l'instant. Donc Les Derniers Amants, je pense que c'était plus une histoire de goût pour le coup, que c'était pas forcément mal écrit. Il y a quand même un travail d'écriture qui moi me plaît pas forcément, qui est peut-être un peu trop langoureux, un peu trop mélancolique. C'est pas ma tasse de thé. En février, je n'ai pas aimé L'extase du selfie de Philippe Delerme, recueil de courts textes de 2-3 pages qui s'attardent sur des instants de vie. J'ai adoré La première gorgée de bière, j'avais bien aimé un autre de ses écrits, je sais plus lequel. En fait, il écrit beaucoup sous cette forme-là, Philippe Delerme, hein. Il a écrit au moins 4 ou 5 petits recueils d'instants fugaces. Mais dans L'extase du selfie, j'ai trouvé qu'il l'avait écrit beaucoup trop tard. Il a été publié, je crois, en 2017 ou 2018. Je sais plus quel âge a l'auteur, mais j'avais vraiment l'impression de lire le journal intime d'un boomer réac ou des billets de blog d'un boomer un peu réac. Genre le tonton pas raciste, mais bon, il lui manquerait pas grand-chose pour le devenir. Je dis pas du tout que Philippe Delerme est raciste, je parle de racisme pour l'image, mais il y avait certains sujets, limite les nouvelles technologies, etc., où il était un peu dépassé à mon avis. Je n'ai pas aimé non plus au mois de février la pièce de théâtre Ciel de Wajdi Mouawad. Alors déjà, je vais pas dire que cette lecture a été entachée parce que j'ai appris sur Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad dirige ou a dirigé, je crois, le théâtre de la Colline. Et par exemple, il a écrit une pièce dans laquelle il a absolument voulu à ce que Bertrand Cantat écrive la musique. Je crois que ça a été fait même d'ailleurs. Et il a aussi programmé un auteur qui est poursuivi pour plusieurs plaintes pour viol et harcèlement sexuel. L'auteur qui a été poursuivi et qui a été mis en examen a été relaxé car je sais pas s'il y a eu prescription ou quelque chose comme ça, mais bref, le procès n'a pas pu se mener au bout. Mais dans tous les cas, Wajdi Mouawad a vraiment défendu l'artiste par rapport à l'homme sur cette question-là. L'homme et l'artiste, c'est pas une question simple, sur laquelle je ne me positionnerai pas là car je n'ai pas toutes les armes nécessaires pour avancer mes arguments, mais je suis quand même plutôt du côté de la dissociation, en gros. D'autant plus quand ce sont des auteurs vivants contemporains, quand on est dans un contexte différent de il y a 100, 200 ans, enfin voilà, faut contextualiser. Là, sur des auteurs contemporains, il nous dit oui, Bertrand Cantat a été jugé, ok, bon, il a quand même tué une femme. On peut pas l'interdire de vivre, Bertrand Cantat, il a purgé sa peine, mais est-ce qu'il n'y a pas dans le paysage musical français, parce que là c'était pour écrire la musique, hein, je crois, d'une pièce de théâtre, suffisamment d'artistes très talentueux, peut-être plus talentueux même que Bertrand Cantat, pour écrire cette musique, que à tout prix vouloir cet homme-là. Bref, ma lecture n'a pas été entachée par tout ce que j'ai appris sur Wajdi Mouawad qui m'ont fait un peu déchanter parce que je l'ai lu après avoir lu et après m'être renseigné un minimum, mais j'ai trouvé que Ciel était en deçà des 3 premières pièces de la tétralogie. J'avais adoré juste avant Forêt, j'avais beaucoup aimé Incendie et Littoral, donc évidemment Ciel m'a paru totalement plat. C'était pas une thématique que j'aime, ça se passait dans le milieu de la cybersécurité, de la guerre, etc. Enfin, de l'armée surtout. L'ambiance m'a pas plu et la pièce était beaucoup plus courte, j'ai l'impression qu'il a pas pu aller au bout de son idée, que ça n'a pas été très bien développé, enfin voilà. Et mon dernier flop pour février, c'était Les Eaux des filles de Lynn Papin. Là, c'était purement une histoire de style. J'avais très envie de découvrir cette histoire de femmes, cette lignée de femmes sur plusieurs générations, avec le rapport de l'exil vers la France, ces familles qui ont émigré de l'Asie pour venir en France dans les années 70-80. Et en fait, le style m'a totalement dérangé. Enfin, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'histoire, donc ça fait que j'ai pas forcément aimé le bouquin. Parce que c'était un peu trop chichiteux, c'était trop écrit, beaucoup trop personnel. Enfin, en même temps, elle parle de sa vie, elle parle de sa famille, donc forcément c'est personnel, mais un peu trop centré sur elle-même, alors que je m'attendais beaucoup...
je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup plus de sa mère, de sa grand-mère, de ses sœurs, enfin vraiment de la lignée de femmes. Je pensais que c'était un roman sur une lignée de femmes, c'était surtout un roman sur Lynn Papin, malheureusement. Et enfin en mars, mes 2 flops, ce sont les Somnambules de Dan Caron, que je n'ai pas terminé non plus car je me suis totalement ennuyé, qui est un roman dystopique, pas post-apocalyptique, mais vraiment, voilà, la Terre va pas très bien, on suit un mercenaire, et ça m'a totalement perdu, j'ai vraiment pas apprécié le ton, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant, précédente, donc ça sert à rien que j'en reparle ici. Et l'autre bouquin que je n'ai pas aimé en mars, c'était L'affaire Rachel. Bah, c'est un peu, en fait, je pense que, vous voyez, je suis pas hyper fan de ce que fait Sally Rooney, je lui reconnais des qualités, mais c'est pas mon genre de littérature. Caroline O'Donoghue avec L'affaire Rachel, j'ai trouvé que c'était semblable, mais encore moins bien fait que Sally Rooney, et je peux les rapprocher de... Alors je crois toujours que c'est Brian Washington, enfin en tout cas celui qui a écrit Les Derniers Amants. Je pense que les bouquins sur une jeunesse, je suis peut-être pas assez vieux ou encore trop jeune, je sais pas, pour lire sur cette tranche d'âge, sur ces gens qui ont entre la vingtaine et la trentaine, mais à chaque fois que je lis, étant donné que je ne me sens pas concerné, ou non, parce que chez Brian Washington, j'allais dire, c'est peut-être parce que je suis pas forcément... Enfin, ce sont des personnages hétéros et moi je suis homo, mais non, chez Brian Washington, il y a beaucoup de personnages homosexuels. Mais voilà, c'est pas une catégorie de bouquins, cette littérature universitaire ou juste post-universitaire, qui m'intéresse et qui me fait vibrer. Donc je vais tout simplement arrêter d'en lire. L'affaire Rachel, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, je l'ai vu, c'était au Mercure de France, j'ai trouvé l'édition assez jolie. J'étais avec une amie en librairie, je me suis dit, bon allez, tiens, j'aime bien aussi à l'instinct m'écouter, ce bouquin m'appelle, je vais l'acheter, je vais le lire. Bah, malheureusement, j'aurais peut-être mieux fait de me renseigner un peu avant parce que ça l'a pas fait du tout. J'ai trouvé que c'était mal écrit pour le coup, que c'était assez, encore une fois, très cliché sur notamment un personnage homosexuel et sur le traitement de l'histoire, que c'était assez convenu. Même si ça se passe en Irlande, ça m'a permis de découvrir un peu plus de la littérature irlandaise contemporaine, j'ai pas apprécié. Et maintenant, venons-en au top, à mes 6 meilleures lectures, 9 meilleures lectures, bref, à mes meilleures lectures de ce début d'année. Et c'est un top qui est assez éclectique. Déjà, ça me fait très rire parce que... Enfin, c'est pas très drôle, mais ça me fait rire. En janvier, une de mes meilleures lectures, ça a été Forêt, de Wajdi Mouawad. Donc, vous voyez, je vous ai fait un laïus sur l'homme et l'artiste, mais moi-même, je dissocie pas vraiment l'homme de l'artiste pour le coup, parce que j'ai adoré sa pièce de théâtre Forêt. Donc, je vais peut-être couper au montage tout ce que j'ai dit juste avant. Ciel, je l'ai vraiment pas aimé, et Forêt, il m'a parlé beaucoup plus intimement du fait que ça se passe dans des terres que je connais. Il y a toute une partie de la pièce de théâtre qui se passe dans les Ardennes, ou en tout cas dans le quart nord-est de la France, là où j'habite. Donc ce sont des lieux, une histoire qui m'habite aussi, l'histoire de cette guerre mondiale, des guerres mondiales, c'est là où je vis depuis que je suis né, et c'est quelque chose qui a touché ma famille sur plusieurs générations. Mes grands-pères et mes arrière-grands-pères ont fait la guerre. La Forêt, ouais, c'était plein, en fait c'était ça, c'était complet, il y avait tout ce que j'aime, la langue, le texte, la beauté du mot, le verbe, le phrasé, la musique dans le ton, le son, l'épique, c'est très épique chez Mouawad, en tout cas dans Littoral, Incendie et Forêt, j'ai trouvé qu'il y avait un sens de l'épique qui était phénoménal. Donc excellente lecture, et je pense que si je devais en garder qu'une du cycle des Forêts, parmi les 4, ça serait Forêt. Du cycle des promesses, pardon. Ensuite, j'ai adoré La maison aux pattes de poulet, et c'est marrant parce que je pense que sur au moins 5 ou 10 vidéos précédentes depuis les 3 ans que j'ai fait cette chaîne, je vous ai dit plusieurs fois, je n'aime pas la littérature qui traite de la guerre mondiale, je n'aime pas la littérature qui parle de la guerre. Et là, je viens de vous dire, Forêt, j'ai bien aimé parce que ça parle de quelque chose qui me touche, la guerre. Mais c'est parce qu'en fait, j'en ai tellement bouffé à l'école, on nous a parlé de la guerre mondiale, j'habite dans la Marne, voilà, la Marne, c'est l'histoire française, et on en a tellement bouffé que c'est quelque chose vers lequel j'ai pas envie de me tourner. Pour autant, j'ai adoré Forêt, j'ai adoré La maison aux pattes de poulet qui parle, alors là ça parle pas de la guerre en France parce que ça parle surtout des pogroms en Russie, de la Première Guerre mondiale, de la révolution bolchevique, donc c'est une guerre qui est un peu plus loin de moi, enfin c'est la même guerre mais dans un lieu géographique plus loin, ça se passe aux États-Unis mais ça fait référence à l'histoire russe. Il y a un peu de magie, ça parle de marionnettes, de cirque, de spectacle vivant. Le spectacle vivant, ça fait partie intégrante de ma vie, j'adore ça. Donc évidemment, La maison aux pattes de poulet avait tout pour me plaire et elle m'a plu. J'ai bouffé les 500 pages du bouquin en 3 ou 4 jours. Vraiment, ça m'a embarqué de la page 1 à la page 500 et quelques. C'était une excellente lecture et je vous la recommande. Si vous n'aimez pas forcément la fantasy, il y a quand même de la magie, mais c'est dans un contexte que l'on connaît, c'est dans notre monde. C'est plus du fantastique même d'ailleurs, c'est dans notre monde. Fantastique, réalisme magique, je ne saurais pas trop le décrire, mais la magie est très légère et ça permet à un grand monde, c'est assez universel comme bouquin. Donc La maison aux pattes de poulet, je vous le recommande encore une fois, j'ai adoré ce texte. Et enfin en janvier, mon autre découverte c'était The Nice House on the Lake. Je sais plus si j'ai lu les 2 tomes en janvier ou que le premier tome. Non, j'ai dû lire que le premier parce que le deuxième était pas dispo à la médiathèque.
The Nice House on the Lake, c'est un comics à la base, qui a été regroupé en BD chez nous en France. Enfin, il y a eu une intégrale qui a été publiée. Il n'y a que 2 tomes pour l'instant, ça va courir sur plusieurs années, mais la suite n'est même pas écrite encore, donc voilà, il va falloir patienter. Mais The Nice House on the Lake, c'est l'histoire de la fin du monde. En gros, le monde part en couille totale, tout brûle, tout se met à exploser dans tous les coins, sauf dans une maison au bord du lac où 12 personnes sont réunies et elles vont devoir essayer de comprendre, ou en tout cas essayer de survivre les 12 ensemble dans cette maison qui n'a pas l'air de subir tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est hyper intriguant, c'est hyper intelligent, c'est quelque chose sur la fin du monde que moi j'avais jamais lu, que j'ai jamais vu. Les planches sont magnifiques, c'est des œuvres d'art, c'est un peu, c'est totalement différent en termes de style graphique de moi ce que j'aime c'est les monstres, mais c'est exactement aussi beau, enfin c'est très très beau, il y a des pages que j'encadrerais bien, et pourtant on est dans un style de graphique qui n'est pas forcément ce que j'aime le plus, car on est vraiment dans du style comics, mais l'auteur arrive à faire des pas de côté, à se détacher du comics américain assez cadré et assez normé pour proposer des pages entières qui sont splendides. On ajoute à ça tout ce que je viens de vous dire, que le fait que ce soit intelligent, que ce soit innovant, que ce soit quelque chose que j'ai pas forcément vu moi dans la littérature graphique ou dans la littérature dystopique post-apocalyptique, ça fait que c'est une excellente lecture, presque un coup de cœur. Concernant février, c'est vraiment une grosse merde. Ma lecture préférée de février, ça a été À l'Ouest, rien de nouveau de Remarque, qui est un texte sur des soldats pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Bref. J'ai beaucoup aimé parce que, si on le recontextualise, c'était hyper fort. Remarque a fait lui-même la guerre. Il parle de son vécu dans les tranchées. C'est fait, je trouve, de façon un peu naïve. Et c'est ça qui rend le texte beau. C'est qu'on est vraiment dans la vie d'un soldat, dans tout ce qu'il y a de plus pur et innocent, entre guillemets. C'est pas un exercice de style. Il cherche pas à faire passer un message. C'est pas forcé, c'est hyper naturel, la façon de décrire et de raconter la guerre et l'horreur de la guerre. Surtout, c'est ça qui rend les choses encore plus dramatiques et horribles avec ce bouquin, c'est qu'il nous parle de trucs totalement horribles qui s'est passé dans les tranchées, dans son quotidien de soldat, mais il le fait de façon tellement naturelle et pure que c'est d'autant plus fort. Je sais pas si ma phrase avait un sens quand on met tous les mots dans le bon sens, mais vous aurez compris le truc. Ensuite, j'ai adoré découvrir chez Cambourakis la poésie de Noah Truong avec Manuel pour changer de corps. Noah Truong, c'est un homme trans qui écrit donc ce recueil de poésie hyper fluide, lui aussi. Ce recueil, il est totalement en dehors des codes de la poésie classique. C'est un recueil contemporain, c'est de la poésie qui n'a de règles que celles qu'elle se donne, c'est-à-dire aucune à peu près. Et j'ai adoré parce que c'est vraiment une porte d'entrée dans la vie et dans la transition de Noah Truong. Il se met totalement à nu, il se livre à travers ses mots et à travers sa poésie. Il nous permet carrément de rentrer dans son vécu, dans son histoire, dans sa famille. Il y a le poème Billy chante sur sa mère qui m'a transpercé. Je vous en ai fait une lecture sur Instagram d'un extrait tellement je le trouve hyper beau, hyper puissant, évocateur. Il parle de sortie, de faire la fête. Pour le coup, c'est une jeunesse dans laquelle je me suis reconnu. Et c'est une jeunesse qui fait partie de la minorité queer. Excellente découverte que ce recueil de poésie. Et un autre graphique que j'ai adoré découvrir au mois de février, Océan d'amour, de Lupiano et je ne sais plus comment, qui est une BD sans texte. Et c'est la première fois que j'en lisais une déjà, donc pour l'exercice, j'ai bien aimé. Enfin, j'aime toujours découvrir des trucs, des nouvelles formes, des nouvelles façons d'écrire ou de dessiner. Et pour le coup, ça m'a obligé à changer mon rapport à la lecture graphique et à pratiquer, à vraiment être actif dans ma lecture d'images. Donc j'ai adoré ça. Et en plus de ça, c'était hyper drôle et hyper mignon. C'est un océan d'amour. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti pour cette BD. On suit un vieux et une vieille, je sais pas, 60, enfin presque retraité. La femme âgée est habillée en bigouden, ça se passe en Bretagne. Le mari part à la pêche. Son bateau se fait prendre dans un grand chalutier par les filets et il est envoyé à travers la planète, quoi. Enfin voilà, le petit vieux se retrouve sur son petit bateau de pêche, sa petite barque totalement perdue sur l'océan. Et sa femme va tout mettre en œuvre pour essayer de le retrouver, alors que dans les premières planches, on a l'impression que c'est vraiment un petit couple qui est vraiment empâté dans sa routine, qui n'a pas forcément d'amour. Et au fur et à mesure des pages et de l'énergie qu'ils vont mettre l'un l'autre pour essayer de se retrouver, parce que le petit vieux va pas être totalement
inactif et passif par rapport à ces situations, il va essayer lui aussi de s'en sortir, tandis que sa femme va également tout faire pour le retrouver. Cette action qui émane des personnages prouve qu'ils s'aiment profondément et indéfiniment. Donc c'était très drôle, c'est pas uniquement drôle, hein, il n'y a pas uniquement un côté niais, je fais rire, voilà, non. Il y a quelques réflexions sur l'écologie, sur la pêche intensive, sur la mondialisation, etc. qui transparaissent juste par des images, et donc c'est hyper fort de réussir à faire ça selon moi. C'est tout pour février. En mars, j'ai adoré Laisser 4% en théorie qui essaye de réfléchir, de Mathias Chaillot, publié chez La Goutte d'Or, qui essaye de réfléchir sur pourquoi sommes-nous gays, comment sommes-nous devenus gays, qu'est-ce qui fait que nous sommes gays, voilà, toutes ces questions qui ont fait l'objet de recherches scientifiques, philosophiques, psychanalytiques, psychologiques, enfin voilà, toutes ces études qui ont été menées pour essayer de trouver le gène gay, la chose qui fait que l'on est gay ou que l'on devient gay, sont débunkées ou analysées par Mathias Chaillot dans ce bouquin, et la conclusion était très très belle. C'est pas moralisateur, c'est pas pédant, c'est fait humblement, et c'est ce que j'aime. J'ai adoré La librairie sur la colline de Alba Donati, chez Christian Bourgois, car c'est un livre qui parle de livres, et c'est quelque chose que j'adore quand on me donne des conseils de lecture à travers ma propre lecture. Alba Donati décide de quitter le monde de l'édition, de quitter son boulot d'agent littéraire, d'aller vivre dans le village qui l'a vu grandir, qui l'a vu naître et dans laquelle elle a vécu toute son enfance, pour y ouvrir une librairie. Sauf que c'est un petit village perdu au milieu de la montagne toscane dans lequel il se passe pas grand chose. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, je vous conseille d'aller la voir si vous voulez en entendre parler. C'est un livre que j'ai adoré parce que je sais que Laura, si elle me regarde du podcast Lover Bouquin, va détester, mais il avait un côté follement réconfortant. Laura n'aime plus qu'on dise que des bouquins sont réconfortants, mais pour le coup c'est le cas. Ce bouquin, c'est sans être niais, c'est vraiment une couverture dans laquelle se lever, et en même temps c'est aussi une invitation à prendre ses chaussures et son sac à dos et d'aller marcher, d'aller voyager et d'aller retrouver cette petite librairie perchée sur la colline. Donc j'adore. Et enfin, la dernière lecture dont je voulais vous parler, c'est Les femmes de Brewster Place, écrit par Gloria Naylor, qui a été En fait, c'est cool parce que en février et en mars, deux de mes meilleures lectures, ça a été les lectures du cabinet de lecture, donc on a pu les partager, on a pu les faire à plusieurs, et je pense que Les femmes de Brewster Place, ça a été la lecture commune la plus suivie sur le cabinet de lecture. On va suivre le quotidien de 8 femmes dans une allée qui retranscrit tout ce qu'était la ségrégation spatiale aux États-Unis dans les années 60-70, quand on parquait les Noirs dans des grands ensembles, dans des immeubles, dans des rues. Et là, on va suivre particulièrement donc 8 femmes qui habitent dans cette rue, Brewster Place. 8 femmes qui ont des âges, des antécédents différents par rapport à la maternité, par rapport au couple, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à l'engagement politique. Ce sont des sujets qu'on va aborder à travers les différents portraits. Et les portraits se répondent les uns les autres, d'un chapitre à l'autre. On va retrouver des personnages qu'on a vus précédemment. C'est hyper bien fait, la construction est vraiment chouette, c'est très classique comme construction, hein. Chaque chapitre s'attarde sur un personnage. On a un chapitre d'introduction, un chapitre de conclusion et un chapitre qui réunit tous les personnages. Vraiment hyper simple, hyper classique, mais maîtrisé du début à la fin selon moi, qui fait qu'on ne se perd pas, on est dans nos petites cases, dans nos petits chapitres avec notre personnage, et pour autant c'est assez fluide, les frontières sont assez souples et on voit chacun ce qu'il a à apporter et ce qu'il a à dire, enfin chacune pour le coup. C'est un livre qui est pas hyper simple, hein. On parle de la position des femmes noires dans les États-Unis des années 70, donc il y a des violences, il y a une scène de violence sexuelle pour le coup qui est assez explicite, à mon avis à dessein, hein, par l'auteur, c'est fait exprès, par l'autrice. C'est pas simple à lire mais c'est nécessaire, et je pense que c'est un texte, comme il n'est plus édité en plus, toujours disponible en occasion chez Belfond je crois, ou chez 10-18, vous pouvez le retrouver facilement. C'est quand même un texte que j'ai envie de mettre à l'honneur et qui moi m'a beaucoup plu et m'a beaucoup touché, donc d'autant plus. Voilà pour ce petit bilan trimestriel, j'espère que vous a plu. On se retrouve très vite pour un vlog, c'est presque sûr, normalement je vais pouvoir vous poster un vlog, j'en ai commencé 2, donc en fonction des lectures, parce que certaines lectures vont dans un vlog, d'autres lectures vont dans l'autre vlog, en fonction de celle que je finis en premier, un des 2 vlogs sera posté. Un petit vlog un peu cynique et un autre un peu plus chill, voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de la discuter, vous pouvez la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.